très fort avec votre pays. C'est que quand j'étais reporter sportif, j'ai fait 5 Coupes du Monde. La première Coupe du Monde, peu de temps après cette rencontre avec Paul et avec Salvatore. Ah voilà Philippe Allez-y, débarrasse Philippe. Je vais meubler. Non, monsieur le curé, Vous avez remarqué que Philippe, pour la séquence, s'est habillé de façon bariolée. Viens mon petit Philippe. Lui c'est mon frère belge, ou je suis son cousin français. On a passé des années ensemble, et nos femmes ne l'ont jamais su. Applaudissez Philippe. Voilà. Je vais carrément vous céder la place puisque vous avez accepté de jouer le jeu. C'est vous qui minutez, c'est vous qui faites tout, c'est vous qui organisez le jeu de questions-réponses. Vous pouvez vous asseoir, hein, on a un podium, asseyez-vous. Il faudrait quelques bouteilles d'eau s'il vous plaît parce qu'ils vont beaucoup parler. Et je pense qu'à un moment, Michel va pousser la chansonnette puisque autant Adamo était honoré de son passage, autant nous sommes honorés du petit chant. Non, moi je termine dans ce que je vous dis. Oui. En 1970, je commentais ma première Coupe du Monde au Mexique, la dernière de Pelé. Seuls ceux qui s'intéressent au foot de ma génération s'en souviennent. Depuis, il a trouvé un autre Pelé, oui. C'est moi. Et j'étais dans l'hôtel de l'équipe belge. Voilà. Et mon voisin, c'était le gardien de but, certains s'en souviennent. Peut-être qu'il s'appelait Christian Piot. Donc j'ai un rapport fort avec vous, et puis j'ai piloté avec Jacques Brel. J'ai vu Jacques souvent. Si je pilote des petits avions en ce moment, c'est lui qui m'a donné envie de ça. Et puis j'en suis à ma 3e génération d'artistes belges. Et ma 8e génération, 10e génération d'hommes politiques belges. Et puis surtout, j'ai eu une grande rencontre dans ma vie, c'est avec Philippe. Grâce à Laurent Ruquier. Vous entendez Philippe sur France Inter. Et puis j'ai demandé un jour, il était, je crois que Laurent devait être en Italie en vacances chez lui. J'ai appelé Laurent, j'ai dit Laurent, écoute, est-ce que tu m'autorises à t'emprunter de temps en temps Philippe Gueluc? Il dit mais je te le cède, c'est une bonne occasion, tu verras. Il n'a que 50 000 km. Et finalement, il me l'a prêté pour longtemps puisqu'on est resté 7 ou 8 ans ensemble, non? 7 ans, un septennat. Voilà. À l'époque, c'était encore le septennat. Et puis un an, et puis j'ai rempli un an plus tard. Oui, un an, et j'ai gardé les enfants. Voilà. Et je suis venu en Belgique avec lui, je suis venu le voir travailler. Et voilà, donc j'ai un rapport très fort avec votre beau pays. Et Philippe m'a fait beaucoup rire. Il a fait beaucoup rire les Français. Et il nous a donné des leçons d'humour, parce que vous en avez beaucoup plus que nous. Voilà. Vous en avez beaucoup plus d'humour que nous, vraiment, bien sûr. Et je suis content de parler de Philippe. Alors je vais commencer, hein, parce que peut-on rire de tout? Alors moi, j'ai tremblé parfois le dimanche soir. Alors là, Dieu, les riches, les vieux, les cathos, les homos, les arabes, les belges, et on peut rire de soi, parce qu'évidemment, le comble de la dérision, c'est de se l'appliquer à soi-même. Oui, enfin, dans mon livre, mais j'ai l'impression que... Vous m'entendez? Oui. J'ai l'impression que ton micro marche mieux que le mien. Oui, c'est vrai. Son micro, voilà. Non, parce que moi, c'est mon vrai métier, quoi. Non, mais on peut... En fait, il a été technicien chez Darty, c'est pour ça que... Alors, Michel... on va servir du même, alors. Oui, dans ce livre, le chapitre consacré à soi-même est très bref. Je l'ai intitulé « Peut-on rire de moi ?» et la réponse est « Je n'en vois pas l'intérêt ». Donc ça règle le problème. Mais effectivement, j'égrène les catégories les plus énervées. Est-ce qu'on peut rire des intégristes? Est-ce qu'on peut rire des ultras? Est-ce qu'on peut rire des dogmatiques, etc. Et finalement, la réponse est oui. Je la donne à la première page. Donc si vous voulez lire le livre rapidement, vous arrêtez à la 2e. Et après ça, je meuble. Je donne des exemples. Mais ne lis pas, non, Non, peut-on rire du malheur des autres? Ben, ça dépend. Si le malheur des autres est rigolo, oui, évidemment. Mais c'est pas toujours le cas. Peut-on rire de l'homosexualité? Ah, ça c'est un vaste... je vais juste vous lire la fin de ce chapitre, dans lequel que j'essaye d'aborder avec toute la délicatesse que vous me connaissez. Et ensuite, je termine par ceci. Quand le chapitre est fini, je mets une parenthèse. Petite note à l'attention de mon éditrice. Ne pas oublier de virer ce passage dans l'épreuve finale. Évidemment, ils l'ont laissé. Ils sont nuls. Alors, cher Anso, ouf, pas fâché d'en avoir fini avec ce chapitre que je redoutais grave. Je crois m'en être pas trop mal sorti.
j'ai réussi à noyer le poisson. Tu sais comme moi le nombre de PD et de gouines qui hantent les médias, et je n'aurais pas voulu froisser l'un ou l'autre par des propos dégradants. Ce serait trop con de ne pas être reçu dans une émission pour cause de quelqu'un nerveux. Je vais rencontrer le même problème dans le passage sur les Juifs, et là je dois vraiment faire gaffe, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, il suffit que tu traites quelqu'un de sale youpin pour te faire traiter d'antisémite. Appelle-moi à l'occasion, bis Philippe. Bon voilà, ça donne un petit peu le ton du truc, c'est-à-dire que c'est le livre qui risquerait de me fâcher avec tout le monde, mais évidemment pas avec vous. Et vous n'avez encore rien vu. Parle-moi des 2 petits clips dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui vont servir de support au lancement de ce livre. De la Bible, mais c'est pour la Bible, mais certains sont passés sur les écrans, donc l'un présente 2, vous en avez peut-être déjà vu sur... 2 prêtres au lit. 2 prêtres au lit, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, leur vie était un enfer à ce couple, puisqu'ils se disputaient chaque soir pour savoir qui allait lire la Bible. Et depuis la parution de la Bible selon le chat, présentée dans un coffret en 2 volumes, la paix est revenue dans ce couple. Parce que chacun peut lire un des 2 livres. Tu vois. Et donc nous concluons en disant la Bible selon le chat, la Bible pour tous. Et puis l'autre, c'est un prêtre qui essaye d'attirer les enfants dans une église. Chez nous, les curés, tu sais, c'est une tradition, les curés essayent d'attirer les enfants, mais dans l'église pour leur raconter comment Dieu a fait le monde en 6 jours. Voilà. Et ils terminent par les faire communier avec une bonne hostie en chocolat. Et en leur disant « Ceci est mon corps ». Et il y a un 3e clip que vous n'avez pas encore vu et dans lequel j'apparais sur le balcon de Saint-Pierre pour révéler au monde que la Bible selon le chat remplace et annule tout ce qui avait été écrit auparavant. Voilà le curé gueulu qui attire les enfants dans l'église. Quelle honte! Que fait la police, vraiment? Mais Michel, assez parlé de moi, et je suis assez ému aujourd'hui parce que je vais pouvoir interviewer celui qui a interviewé tout le monde. Alors Michel, dites-nous votre secret pour rester si jeune. J'ai toujours été vexé parce qu'il a 12 ans de plus que moi, et dans la rue on me dit toujours Drucker, vous regardez à la télé quand il était petit. Je dis non, il fait plus jeune, mais il est plus vieux. Alors, dans ce livre, erronément appelé par un journaliste d'RTL, De l'ombre à l'oubli. Oui. Hein, il y a un journaliste hier qui m'interroge, qui s'est trompé dans le film, il me dit De l'ombre à l'oubli. Et non, je dis attendez, on va corriger, c'est de la lumière à l'oubli. Oui, c'est bien ce que disait, de l'oubli à l'ombre. Donc j'ai laissé parce que comme, vous savez, il y a des prompteurs, maintenant moi je n'utilise pas de prompteur, je ne suis pas de cette génération, il y a tout le texte du journaliste qui défile, et c'est marqué en gros de l'ombre à l'ombre. Michel Drucker a fait mentir une légende qui disait qu'il n'était qu'un coureur cycliste raté. Aimant les chiens. Aimant les chiens, qui faisait de la télévision avec des stars de la variété. Et en fait, moi qui connais cet homme depuis 15 ans maintenant, qui l'admire depuis toujours, je sais, comme c'est quelqu'un de sensible, mais ça on le savait, mais aussi de cultivé, de passionné par les autres. C'est quelqu'un qui s'est construit lui-même, parce que comme il a formidablement raconté, j'aurais pu me rater, hein. dans son premier livre, c'était un cancre. Mais tous les gens les plus brillants des médias sont en fait d'anciens cancres qui se sont intéressés aux autres, qui se sont intéressés au monde qui les entourait, à la culture. Et ici, nous avons un livre qui, moi, m'a absolument bluffé, parce qu'il est une analyse du métier que Michel a pratiqué pendant combien 50 ans, pardon. N'oublie pas que j'ai connu les Frères Lumière. Oui. Et que c'est moi qui devais remplacer Jean Dujardin dans le film The Artist. Car j'ai connu le cinéma muet. Bien sûr, mais tu t'es rattrapé, en parlant, tu t'es rattrapé depuis. Absolument. Mais donc, j'ai rarement vu, enfin je crois que c'est le seul livre que j'ai lu sur le sujet, avec tant de pertinence, d'intelligence, d'écriture brillante, et Michel a le don de tout à coup vous expliquer un chapitre entier en une phrase. C'est la phrase qui tue, qui est parfois un jugement sur d'autres, parfois une analyse du métier. C'est un grand livre, Michel, et je suis... tu vas en parler mieux que moi, parce que enfin, moi je peux juste dire mon admiration. Maintenant je voudrais que tu nous dises pourquoi ce livre et pourquoi maintenant.
Alors, de la lumière à l'oubli, c'est pas la lumière et l'oubli, c'est le passage de la lumière à l'oubli. Qu'est-ce que ressent un homme politique dont les électeurs s'en vont, qui voit les électeurs lui tourner le dos? Qu'est-ce que ressent un chanteur qui n'a plus de fans, qui n'a plus personne dans la salle? Qu'est-ce que ressent une actrice ou un acteur qui est moins demandé, moins désiré? Que ressent un homme de télévision qui est zappé par le public? Que ressent un sportif de haut niveau qui reste sur le banc de touche parce qu'il y a un gars plus jeune que lui ou parce que lui s'est blessé? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on a une personnalité et que le téléphone sonne moins? Ça aurait pu élargir le sujet à vous tous qui occupez dans votre vie des rôles, qui avez rempli votre vie, qui avez vécu des passions. Et qu'est-ce que ressent un médecin qui ne soigne plus parce que l'âge est arrivé? Que ressent un enseignant qui n'enseigne plus? Que ressent quelqu'un qui a une vraie passion et qui ne peut plus transmettre? Ou que ressent un avocat qui ne plaide plus? Qu'aurais-tu ressenti si la librairie avait été vide aujourd'hui? Par exemple. Et j'ai voulu écrire parce que ça fait 50 ans que je vois dans la coulisse les stars, dans tous les domaines. J'en suis à ma 3e génération. Je les vois. J'ai vu, il y a 2 ans, Nicolas Sarkozy rentrer dans l'ombre et François Hollande, le nouveau roi, arriver. J'ai vu des chanteurs acclamer et disparaître. J'ai vu des actrices tourner et ne plus tourner. J'ai vu des stars de télévision comme Léon Zitrone abandonnés par les téléspectateurs au bord d'une route. J'ai vu beaucoup de gens tomber du train. Et moi, j'ai toujours été intéressé par ça, parce que je me disais, ça m'arrivera un jour. Et si ça ne m'arrive pas, et si je traverse le temps en évitant ces petits drames, qui en sont souvent des grands drames, j'écrirai là-dessus. Donc j'ai voulu écrire sur le moment où le succès s'éloigne, où votre femme vous quitte. D'ailleurs, le succès et l'insuccès s'accompagnent en général de bonheur total et de désespoir profond. Un chanteur qui ne chante plus, qui a moins de succès, très souvent, ça a une incidence sur sa vie privée. Regardez, même les grands de ce monde, Ségolène Royal a vécu ce que beaucoup d'entre vous ont peut-être vécu, le divorce. Sauf que lorsqu'on est Ségolène Royal et François Hollande, ça passe pas inaperçu. Idem pour Nicolas Sarkozy. Ce qui est arrivé à Anne Sinclair, ce qui est arrivé à Hillary Clinton, tous ces couples qui ont traversé des problèmes compliqués. Alors, les 2 que tu viens de citer, c'est quand même des cas un petit peu particuliers. mais les dommages collatéraux sont très violents. Parce que ce sont souvent les parents, les proches qui trinquent. Lorsqu'un personnage célèbre est désintégré, il laisse souvent sur le carreau beaucoup de gens de sa famille. Quand un chanteur s'arrête de chanter, c'est la famille qui déchante. Oui, et c'est pas par hasard si la préface du livre m'a été inspirée par la chanson d'Alain Souchon, Quand je serai KO, que je serai tombé des phonos, est-ce que tu m'aimeras encore? Chaque tête de chapitre, il y en a 20, et un sous-titre qui est l'extrait d'une chanson. Évidemment, je voyais déjà à l'Aznavour tout le désespoir d'un artiste qui attend la gloire est résumé. La bohème, on attend avec son modèle à Montmartre, on a du mal à boucler les fins de mois, on attend enfin se faire connaître. Juliette Gréco, Raymond Queneau, si tu t'imagines, fillette, que la jeunesse, ça va durer toujours. Et puis il y a Dalida qui chante Mourir sur scène. Et puis il y a les copains d'abord, il y a les trompettes de la renommée. Il y a beaucoup de chansons. Ce que j'ai pas bien compris, c'est le chapitre que tu as intitulé Tata Yo-Yo. Non. Mais alors voilà quelqu'un qui n'a jamais connu l'ombre, Annie Cordy. Annie Cordy, c'est 60 ans de carrière. Et d'ailleurs, vous apercevrez, si vous lisez ce livre, que je rends hommage à tous ceux qui ont traversé le temps, parce qu'on a réussi dans nos métiers respectifs, c'est pareil pour Philippe, quand on a duré. D'ailleurs, j'ai dédié ce livre à tous ceux qui pensaient que ça durait toujours. Comment s'installer dans la durée? Quand on est médecin toute sa vie. Bon, mon père a soigné jusqu'à 80 ans. Lorsqu'on est enseignant, on va en principe jusqu'au bout. Quand on est dessinateur, lorsqu'on est auteur, lorsqu'on est homme de télévision, acteur, on dépend de vous. Alors moi, j'ai beaucoup de chance, puisqu'avec les années, le public qui me regarde est un public qui a vieilli, hein, et comme le dit Madénian tous les dimanches soirs, le dimanche soir après-midi, j'ai du bol, puisque les gens qui me regardent, lorsqu'ils perdent la télécommande, avec l'arthrose, ils ne la retrouvent pas. Donc ils ne changent pas de chaîne. J'ai connu les premières 20 ans, les personnes pouvaient encore se lever, changer de chaîne. Maintenant, ils ne peuvent plus. Donc merci à ceux qui ont l'arthrose. Et donc,
Voilà, ce livre, c'est ça. C'est un livre assez grave, j'espère parfois drôle. Et c'est un livre qui résume 50 ans d'observation minutieuse de ce métier, de l'envers du décor de cette comédie humaine, avec ses joies et avec ses peines. Joli. Juste un petit mot, après je crois qu'on l'avait signé, parce que on va pas demander aux gens de poser des questions, parce que sinon ça va nous mener tard. Oui, puis surtout qu'on adore répondre à ces questions. La dernière fois, on a fait une conférence qui a duré 7 heures. Oui. Il n'y a que Fidel Castro qui a fait plus long aussi. Non, vous le savez sans doute, mais vous ne le savez sans doute pas assez. Mais Michel, avec qui nous avons noué une amitié à travers ces années de collaboration, est un des types les plus drôles que je connaisse. Il est obligé, évidemment, de par son statut et de par son statut d'inviteur, de mettre en lumière des humoristes et des artistes. Mais je vous assure, mais vous l'avez déjà entendu, et puis quand vous le voyez parler de son livre sur des plateaux de télé, il est hilarant. Mais dans la vie, je crois que j'ai passé des moments où j'ai pleuré de rire avec Michel, hors des caméras, évidemment. Parce que là, mais il ne vous le dira pas ce soir, ni dans son livre, il m'a raconté des choses sur certaines personnes. Mais il est comme un médecin ou un prêtre, il est tenu par le secret professionnel. Comme dirait Johnny, ça fout un cul. On va signer le livre, hein, parce qu'on est là pour ça, et je vous remercie d'être là, parce que finalement, comme le dit Barbara, que je cite, sans aucune démagogie, dans mon livre, Notre plus belle histoire d'amour, c'est vous. Avant de vous, je ne vais pas dire vous autoriser à vous lever, je vais quand même inviter Philippe et Michel à rejoindre l'espace où ils signeront. Je pense qu'ils C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Parce que moi, j'ai pas mon déambulateur aujourd'hui. On a prévu 4 heures de signature, donc il n'y a pas de souci. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on m'avait précisé que Philippe ne désirait pas dédicacer ses bandes dessinées. C'est faux. C'est faux, mais uniquement la Bible. Uniquement, oui, non, uniquement la Bible. Oui, c'est sûr. Monsieur le curé. Et vu le nombre, je pense que je ne pourrais pas faire un dessin pour tout le monde. Donc, on mettra un petit. Ou alors Michel fera un petit dessin. On m'a dit que tu étais assez doué. Et voilà. Voilà. Écoutez, on va faire de notre mieux. Encore une seule question. Oui, une question. Quels sont tes rapports avec la cour maintenant de Belgique? Ah, je n'ai plus de nouvelles du roi. Non, alors nous étions très liés, j'étais très lié avec le roi et son épouse. Ils m'en parlaient toutes les semaines du roi. Michel me demandait des nouvelles. Et depuis qu'ils ne sont plus au sommet, je les fréquente plus. Moi j'aime bien fréquenter des gens qui sont comme toi, tu vois, des gens qui sont au top. Et là, il paraît maintenant que tu frayes, c'est le mot avec François, le nouveau pape. Ah oui, on est très liés. Il m'a envoyé. Il paraît que tu as son portable. Il m'a envoyé un très gentil petit mot. Non, en fait, alors là, je vous jure que c'est vrai. Je lui ai envoyé ma Bible avec une dédicace. Et j'ai dit donc à sa sainteté le pape François, amicalement Dieu et Philippe Gueluc. Et j'ai mis à la fin, je dis, je parie que c'est la première fois que vous recevez une Bible dédicacée par les auteurs. Et j'attends la réponse. À mon avis, il va te répondre. Il va te répondre.